Bonjour, il y a un an, Vladimir Poutine déclenchait une guerre d'agression contre sa voisine ukrainienne, une nouvelle phase dans une guerre qui avait commencé en 2014. Un an après cette invasion, Mediapart s'associe au CERSEC, le centre des mondes russes caucasiens et centre européen de l'EHESS et du CNRS. Yulia Shoukan, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en études slaves à l'université Paris-Nanterre et chercheuse associée au CERSEC. Vous avez publié une nouvelle édition l'année dernière, en 2022, de votre livre Génération Maïdan, sous-titré « Aux origines de la résistance citoyenne ». Alors, en quoi la mobilisation de Maïdan permet d'expliquer ce qui se passe aujourd'hui ? Le Maïdan, il faut le rappeler ce qu'était le Maïdan, ce vaste mouvement citoyen de protestation face au refus du régime de l'époque et du président Viktor Yanukovych de signer l'accord d'association et donc d'engager l'Ukraine dans ses coopérations avec l'Union européenne par opposition à la Russie. Et le Maïdan donc a été ce... Maïdan, ça veut dire la place. La place, c'est la place centrale, la place de l'indépendance, Maïdan Nezalezhnosti à Kiev. Et c'est une place historique en Ukraine qui avait déjà été investie à plusieurs reprises, notamment en 1990 par les protestataires, à l'époque opposés donc à un certain nombre de décisions portées par le régime communiste, et ensuite en 2004 également, où il y a eu cette élection frauduleuse volée par le régime et où les Ukrainiens sont mobilisés pour défendre leur choix et réaffirmer cette élection de Viktor Yushchenko, à l'époque face à Yanukovych, qui était déjà son opposant. Et donc le Maïdan est en point de départ du point de vue de la structuration d'un certain nombre de réseaux d'entraide et de solidarité, puisqu'on a vu effectivement des citoyens ordinaires, assez éloignés de la politique, s'investir massivement dans ce mouvement, aménager des espaces, occuper la place elle-même et aménager des espaces d'entraide, de solidarité, des cuisines, monter la garde de la place, s'investir dans l'aide médicale, par exemple, aux protestataires. Et donc, je considère le Maïdan comme un point de départ de ce mouvement de bénévolat qui, par la suite, s'est élargi en impliquant tout le pays, en impliquant d'autres segments de la société, puisque l'Ukraine, au sortir du Maïdan, a connu une nouvelle série de crises, d'agressions, l'annexion de la Crimée par la Russie, avec le premier mouvement de déplacement interne depuis la Crimée vers le territoire ukrainien, donc de ces personnes qui ne voulaient pas du tout rester en occupation russe. Et par la suite, donc à partir du mois d'avril 2014, ce mouvement séparatiste à l'est de l'Ukraine, entretenu et soutenu et financé par la Russie, qui fait basculer le pays dans la guerre. Et face à la guerre et à l'incapacité de l'État ukrainien à prendre en charge ses conséquences, à la gérer finalement, à gérer ses conséquences au long terme, les citoyens s'investissent massivement dans des mouvements de bénévolat. Et pas forcément dans des mouvements politiques, si je c'est pas des mouvements politiques, c'est vraiment des initiatives qui peuvent aller de l'initiative toute privée, des initiatives du proche, quand il y a 10 personnes qui se connaissent en tant qu'amis ou en tant que connaissances un peu plus lointaines, qui s'auto-organisent et qui agissent en soutien soit aux déplacés internes, parce qu'effectivement l'Ukraine a vu ce mouvement massif de déplacement des populations victimes des hostilités et qui fuyaient la zone de combat, qui arrivaient dans les villes voisines de l'est de l'Ukraine. Les hostilités avaient lieu dans les régions de Donetsk et de Lugansk, et donc toutes les villes voisines, mais l'Ukraine tout entière recevait effectivement ces personnes qui fuyaient la guerre. Et donc on a vu des initiatives d'accueil à la gare, des points d'alimentation aménagés. Ça, c'est pas l'État. L'État était défaillant. L'État était totalement dépassé, l'État ukrainien, effectivement, par des années de sous-investissement dans les infrastructures, de sous-investissement dans les administrations, de sous-investissement dans l'armée aussi, puisqu'on a vu effectivement une grande difficulté pour l'État à défendre même le territoire, et l'État a fait appel à des acteurs paramilitaires, des bataillons de volontaires qui sont engagés pour défendre le pays. Et à l'arrière, pareil, l'État s'est appuyé précisément sur ce mouvement citoyen, ces diverses initiatives à la fois toutes petites et très grandes, pour porter aide et assistance aux déplacés internes. Ça, c'était une des premières directions de ce mouvement de bénévolat. Et la deuxième direction, c'était l'aide à l'armée précisément, puisque l'armée était en limbo, en miettes, après des années de sous-financement, aussi de corruption dans les appareils militaires. Et donc cette aide très diverse, ça allait de l'aide alimentaire, les produits alimentaires, l'eau qui était acheminée sur la ligne de front, jusqu'aux équipements légers que les familles ou les réseaux d'amitié, d'amis
pouvaient réunir et envoyer sur la ligne de front. Et donc ces réseaux se sont structurés depuis le Maïdan et pour certains ont continué à agir tout au long de la guerre à l'est de l'Ukraine, donc qui a duré jusqu'au 24 février 2022, en sachant que c'était une guerre déjà enlisée, donc situation de ni guerre ni paix, avec des explosions de violence régulières sur la ligne de front, mais dans le même temps la ligne était elle-même gelée, elle ne bougeait pas et quand même les victimes étaient quasi quotidiennes aussi parmi les militaires ou encore il y avait des victimes civiles également. Et donc cette mobilisation depuis le Maïdan et jusqu'au 24 février, elle a en quelque sorte préparé le terrain. Et ce que j'explique dans mon livre, les initiatives de bénévolat que moi-même j'ai suivies à Kharkiv, sur le long cours, en fait, sur les 8 ans, la façon dont ces initiatives et les savoir-faire élaborés finalement de solidarité, d'entraide, d'interaction aussi avec les administrations en soutien à l'action publique, comment tous ces réseaux ont préparé aussi cette résistance citoyenne qui nous a beaucoup impressionnés, en tout cas en Europe occidentale, on en a beaucoup parlé. Et pour ma part, je n'en ai pas été surprise parce que j'ai travaillé précisément sur ces réseaux mobilisés au long cours, sur les impacts aussi de la guerre et de son enlisement sur la quotidianisation de la guerre et des pratiques de bénévolat. Et je pense qu'effectivement, ces groupes-là ont disséminé en quelque sorte des savoir-faire, puisque pour certains, ils ont disparu, mais les gens n'ont pas perdu les savoir-faire acquis pendant les premières années, donc depuis 2014, de la guerre du Donbass. Et ensuite, il y a de nouvelles personnes qui se sont jointes, ou se sont auto-organisées, parce qu'on a vu une démultiplication de ces initiatives de bénévolat, assez informelles et pas forcément enregistrées. C'est plus tard que ce processus d'enregistrement, de formalisation s'engage, mais initialement, les gens se sont juste précipités dans l'action, parce que c'était la meilleure façon de faire face à la peur, à la stupeur, oui, tout simplement à toute cette insécurité et au choc auquel ils faisaient face suite à l'agression militaire. Alors, juste avant de poursuivre la conversation, donc Kharkiv, je vais peut-être mal le prononcer, mais Kharkiv, donc c'est votre terrain. Est-ce que vous pouvez présenter cette ville en quelques mots pour ceux qui nous regardent? Kharkiv, jusqu'au février, donc Kharkiv, qui est une ville du nord-est, Kharkiv, c'est une ville du nord-est de l'Ukraine. Kharkiv a été d'ailleurs la première capitale de l'Ukraine au début du XXe siècle, après l'accès à l'indépendance, donc en 1917, la courte période d'indépendance. Kharkiv a été la capitale soviétique d'ailleurs avant que les bolcheviks ne déplacent la capitale à Kiev. Et donc Kharkiv est une métropole du nord-ouest, principalement russophone, une agglomération très industrialisée, à la frontière russe, puisqu'on est à peu près à 40 km de la ville de Belgorod, de l'autre côté de la frontière, et une ville qui a été quand même sur le devant de cette mobilisation citoyenne en 2014, parce que c'est une ville qui a été touchée par le mouvement séparatiste. Il y a eu des occupations de bâtiments au mois de mars 2014 à Kharkiv, mais c'est la ville qui a résisté finalement, grâce notamment au soutien assez fort et à l'action du gouvernement central. Cette ville a résisté et n'a pas basculé dans le séparatisme, à la différence de Donetsk et de Luhansk. Et donc Kharkiv a été, pendant les 8 ans de guerre, un tout petit peu à la pointe de la mobilisation, au sens où il y avait beaucoup de déplacés internes qui venaient à Kharkiv, elle-même située par rapport à Donetsk et à Lugansk, plus ou moins à 250 km. Et aussi, Kharkiv était le lieu d'accueil et d'assistance médicale, tout simplement, aux militaires qui étaient évacués de la ligne de front vers les hôpitaux de Kharkiv. Et j'ai travaillé avec un groupe de bénévoles, de femmes, qui étaient engagées dans le soin apporté aux blessés militaires à l'hôpital militaire de la ville de Kharkiv. Une initiative qui s'est fondée en 2014 et qui existe aujourd'hui encore. Lors de mon dernier voyage à Kharkiv, je suis retournée voir les bénévoles, voir un tout petit peu la réorganisation de leur travail, vu la charge aussi qu'elles portent en ce moment, puisque le soin requiert, et elles reçoivent beaucoup de ressources, notamment des réseaux diasporiques, mais en ce moment, l'investissement est effectivement important en termes de temps, en termes de dévouement tout simplement, en termes de présence à l'hôpital. Alors justement, de ce dernier voyage, qu'est-ce qui vous a frappé en particulier de la mobilisation, enfin de ce qui se passe du côté des citoyennes? Parce qu'en fait, on parle beaucoup des hommes à la guerre, etc. On parle un petit peu des femmes, mais pas beaucoup. Je pense qu'il y a 2 éléments qui m'ont frappée. Je vais m'éloigner un tout petit peu des femmes. Je vais revenir aux femmes, puisque effectivement mon travail porte sur les engagements féminins. Ce qui me frappe, puisque j'ai fait déjà plusieurs voyages depuis le mois de février, c'est plutôt cette capacité de résistance, de résilience tout simplement des citoyens, leur capacité à s'adapter. Alors que quand on est à Kharkiv, on vit dans l'insécurité physique permanente liée au bombardement.
Les bombardements viennent, notamment les tirs de missiles viennent depuis Belgorod, donc de l'autre côté de la frontière, en Russie. Et c'est des bombardements aléatoires, donc des missiles qui peuvent tomber à n'importe quel endroit, à n'importe quel lieu dans Kharkiv. Un sentiment d'insécurité assez fort. Assez fort, effectivement. Et les gens retournent à Kharkiv. Kharkiv s'est vidé de ses habitants, presque, c'est 1,7 million donc d'habitants. Près de la moitié était partie entre mars et mai 2022. Aujourd'hui, il y a presque 1,2 million de personnes donc à Kharkiv. Ça veut dire qu'il y a eu un mouvement de retour massif aussi, alors que les gens vivent dans l'insécurité physique permanente. Et Kharkiv a aussi accueilli les déplacés internes, mais les personnes qui étaient dans les territoires occupés, qui ont perdu leur logement, et donc Kharkiv les accueille également. Et donc c'est cette capacité à intégrer en quelque sorte ce risque, ces dangers de l'insécurité physique, et à continuer à vivre, à s'adapter, qui m'a beaucoup impressionné, avec à la fois ces formes de solidarité de proche en proche qui maintiennent les gens et qui leur permet de résister, l'action étatique et notamment les services publics qui sont remarquables et font un travail remarquable. Après les bombardements, on répare les infrastructures, déblaye les décombres, enfin bref, hyper investi. On en a parlé avec Sophie Lambroschini. Tout à fait, c'est le travail que mène Sophie Lambroschini et à l'échelle de cette ville-là, par exemple, l'importance de la continuité du service public est extrêmement saillante et importante pour effectivement assurer une continuité de la vie malgré ces bombardements. Et ensuite, si j'en viens effectivement aux femmes, être une femme aujourd'hui à Kharkiv était particulièrement difficile, notamment quand on est mère. Par exemple, Kharkiv, la scolarité n'a pas repris à Kharkiv, à la différence de Kiev, où en tant que mère, on peut envoyer son enfant à la maternelle ou encore à l'école, même si, une fois de plus, les conditions sont telles que les enfants, une partie de la scolarité se passe dans les sous-sols, dans les abris entiers. Elles doivent assurer l'éducation à la maison. Elles doivent assurer l'éducation à la maison parce que Kharkiv, vu l'insécurité et vu aussi les dommages causés aux infrastructures d'enseignement, primaire ou encore secondaire ou universitaire, en fait, la scolarité n'a pas repris. Et donc, effectivement, à la fois tout en travaillant, en étant amenées à travailler, elles portent aussi soin donc aux enfants. Et souvent, elles sont engagées aussi en tant que citoyennes dans les diverses causes et actions caritatives, soit en lien avec le déplacement interne, soit en soutien précisément donc aux militaires soignés dans les établissements de Kharkiv. Alors, que fait la guerre à l'identité ukrainienne ? La guerre, je vais la prendre au sens large, dans la mesure où on parle effectivement de cette deuxième phase de la guerre, donc depuis le 24 février 2022, mais la guerre commence en 2014. Et donc ce mouvement de réidentification s'engage en 2014 pour beaucoup d'Ukrainiens, parce que c'est à partir de 2014 que l'image de l'ennemi, de la Russie en tant que pays ennemi, pays agresseur, commence à se cristalliser en Ukraine. Pas dans l'ensemble du pays, parce que la guerre de 2014 ne touche pas le pays dans son ensemble, ou en tout cas pas de la même façon que l'agression militaire russe de 2022. Mais c'est à partir de 2014 qu'on voit progressivement donc une réidentification, et par réidentification, j'entends à la fois ce sentiment d'appartenance accru, cette volonté de manifester son appartenance, son ukrainité, à la fois en portant des couleurs nationales, en affichant un certain nombre de symboles, mais c'est aussi, on a observé depuis 2014 le changement de pratique linguistique, la volonté de beaucoup d'Ukrainiens de ne pas pratiquer l'ukrainien au quotidien et pas le russe, alors que le pays était bilingue jusque-là, et il reste encore d'ailleurs, donc ou du moins passif. Et donc on a vu l'identité nationale se renforcer à cet égard. On le répète à chaque fois que Vladimir Poutine, finalement, en voulant détruire l'Ukraine, la rend aussi beaucoup plus forte du point de vue identitaire, puisqu'il consolide la nation ukrainienne. Et cette invasion du 22 février, elle a touché l'ensemble de la population, en fait. Si on pouvait rester à l'écart et essayer de vivre en Ukraine en 2018, 2019, un tout petit peu en abstraction, en faisant abstraction de la guerre qui était à l'Est, qui était loin, c'était tout à fait possible. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est impossible, parce qu'effectivement, à la fois... la ligne d'agression, la ligne de front est très très longue, beaucoup plus longue qu'en 2014, et en plus les bombardements concernent l'ensemble du pays. Et donc on n'est pas à l'abri, même quand on est à l'ouest, au centre du pays ou encore à l'est du pays. Et donc ces mêmes phénomènes de réidentification, renforcement de l'appartenance, basculement vers l'ukrainien se renforcent encore plus. L'ukrainien est devenu vraiment la langue qui marque, de marquage en quelque sorte. Les Ukrainiens vous diront qu'à l'étranger, nécessairement ils vont parler ukrainien, parce que c'est leur façon de se reconnaître à l'étranger,
l'étranger entre eux et de se démarquer des Russes. Et ce basculement vers la pratique de l'ukrainien, je l'observe notamment à Kiev. Beaucoup de mes amis, effectivement, russophones jusque-là, sont passés à la pratique de l'ukrainien et refusent de parler le russe. C'est une position de principe. Et on le voit aussi progressivement, ce sentiment d'appartenance renforcé et aussi cette volonté, en tout cas, de pratiquer en certaines circonstances l'ukrainien. C'est difficile de passer d'une langue à l'autre, même quand on est bilingue passif, mais il y a une vraie volonté de marquer encore une fois sa différence avec ce passage vers l'ukrainien. Donc une fois de plus, cette agression, elle ne fait que renforcer la nation ukrainienne, tout en étant synonyme aussi d'un grand nombre de destructions et de pertes et de vie humaine. Alors, dernière question sur Zelensky, la figure de ce président, en fait. Est-ce qu'il incarne vraiment on a l'impression, depuis l'étranger, qu'il incarne cette figure de la résistance et comment il est vu en Ukraine? En fait, Volodymyr Zelensky incarne réellement, effectivement, cette résistance, en tout cas vue de l'extérieur. Mais j'inverserai un tout petit peu cette image d'incarnation. Il est plutôt un miroir, en fait. Il reflète la résistance de la société. Il est à l'image et à la hauteur de la société et de la mobilisation sociétale en Ukraine, parce que s'il avait pris la décision le 24 février de quitter la capitale, de partir, donc de trouver un refuge quelque part à l'ouest de l'Ukraine, il aurait été fini en tant que personnalité politique. Là, il a endossé sa stature, effectivement, d'homme d'État en situation de guerre, de chef de guerre également, à la fois en communiquant beaucoup vis-à-vis de sa population, en envoyant un certain nombre de messages à la population, mais aussi en s'engageant dans tout ce travail de communication en direction de l'Occident, en demandant de l'aide aussi. Diverses formes d'aide, notamment l'aide militaire aux pays occidentaux. Et donc je pense qu'il est ce miroir précisément de la mobilisation sociale donc à l'échelle de l'Ukraine. Mais dans le même temps, si on reste au plan politique, il a aussi quand même, par son comportement, changé l'attitude de la population à son égard. En septembre 2021, il y a eu un sondage notamment sur les intentions de vote et on voyait que les 2/3 d'Ukrainiens ne voulaient absolument pas qu'il se représente au second mandat. Donc il était extrêmement impopulaire. À la fois, ce qu'on lui reprochait, son incompétence. Effectivement, il est un novice en politique. On lui reprochait notamment son attraction pour les succès rapides, alors que les réformes demandent quand même un temps long et des investissements beaucoup plus conséquents. Et tous ces reproches sont tombés aux oubliettes aujourd'hui, puisqu'effectivement, à peu près 90% de la population est derrière lui. Il y a une sorte d'union sacrée, effectivement, autour de son président. Certaines critiques persistent quand même, mais beaucoup plus dans les réseaux sociaux ou dans les discussions privées, et pas nécessairement portées en termes de reproches ou de critiques fortes dans l'espace public ukrainien. Et donc, à cet égard, le changement est effectivement radical. Et une fois de plus, c'est vraiment cette agression militaire et la façon dont lui, en tant que chef d'État, a réagi qui explique aujourd'hui, effectivement, cette place qu'il occupe dans la société. Merci Yulia Shoukan. Rendez-vous donc sur le site de Mediapart pour retrouver tous nos articles et vidéos sur la guerre en Ukraine à l'occasion du 1er anniversaire de l'agression russe et en particulier nos entretiens avec les chercheuses et chercheurs du Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre européen, le CERSEC, qui dépend de l'École des hautes études en sciences sociales et du CNRS.